La cathédrale se dressait contre un ciel d'étain, ses pierres anciennes, froides et indifférentes, comme le vent de novembre qui secouait les vitraux, projetant une lumière colorée et fracturée sur la noblesse assemblée, venue assister à l'union de deux grandes maisons. Lady Vivienne Ashworth se tenait à l'autel dans une robe de soie ivoire qui semblait absorber la grisaille matinale plutôt que la refléter, ses mains fermes malgré le tremblement de son cœur, alors qu'elle contemplait l'homme qu'elle s'apprêtait à épouser, le duc Alaric Ashford, dont les yeux sombres ne contenaient que de la glace et la balayaient du regard avec le même intérêt superficiel que l'on pourrait accorder à un meuble que l'on se fait livrer. La cérémonie se déroula avec toute la grandeur qui seuillait à leur rang. La voix de l'évêque résonnant sous le plafond voûté, tandis qu'il parlait de liens sacrés et de dévotion éternelle, des mots qui sonnaient creux aux oreilles de Vivienne, alors qu'elle sentait le poids de chaque négociation diplomatique, de chaque calcul politique qui avait conduit à ce moment. Son père avait parlé de devoir, de l'alliance entre leurs familles qui renforcerait leurs positions respectives à la cour, de l'honneur de devenir duchesse, mais il n'avait pas parlé d'amour, car l'amour n'avait jamais fait partie de cet arrangement. Lorsque l'évêque leur demanda de se faire face pour échanger leurs vœux, Alaric prit ses mains avec la précision mécanique d'un homme signant un contrat, son contact n'étant ni chaleureux ni cruel, mais simplement dénué de tout sentiment. Et quand vint le moment pour lui de soulever son voile, ses doigts effleurèrent la dentelle délicate avec un détachement si prudent qu'elle comprit qu'elle n'était pas une épouse pour lui, mais simplement une obligation en cours d'accomplissement. L'assemblée observait avec des sourires approbateurs, tandis qu'il levait le voile, révélant son visage pour la première fois depuis son entrée dans la cathédrale, et elle vit quelque chose vaciller dans son expression. Une évaluation, peut-être, ou une légère surprise qu'elle ne soit pas totalement déplaisante à regarder, mais cela disparut aussi vite que c'était apparu. Puis, alors que l'évêque prononçait les mots qui les lieraient par le mariage, Alaric se pencha en avant comme pour sceller leur union avec le baiser traditionnel, et à cet instant où son visage était assez proche pour qu'elle seule puisse l'entendre, il lui murmura à l'oreille avec une clarté dévastatrice. « Vous êtes indigne de moi. » Les mots la frappèrent comme une lame de glace glissant entre ses côtes, prononcés si bas que la foule ne vit qu'un marié chuchotant de douces paroles à son épouse, mais Vivienne sentit tout le poids de son mépris dans ces 6 syllabes. Il se recula, son expression parfaitement composée pour leur public, et déposa sur ses lèvres un baiser bref et superficiel qui avait toute la chaleur du givre hivernal. La cathédrale éclata en applaudissements polis, l'évêque les déclara mari et femme, et Vivienne Ashford, car c'était désormais son nom, qu'elle le veuille ou non, sentit quelque chose en elle se cristalliser en une résolution dure comme le diamant. Elle endurerait cela avec dignité. Elle garderait la tête haute. Elle ne laisserait pas cet homme froid et cruel la voir flancher. Mais avant que le destin de nos amoureux ne soit révélé, abonnez-vous pour ne manquer aucun chapitre de romance et de scandale. Et dites-nous dans les commentaires, d'où nous regardez-vous? Maintenant, commençons. Le manoir d'Ashford s'élevait de la lande comme un monument à l'isolement aristocratique, ses innombrables fenêtres ne reflétant que des cieux gris et les branches nues des chênes centenaires qui bordaient l'allée. Et lorsque Vivienne y arriva, en tant que nouvelle maîtresse des lieux, elle sentit le poids de son immensité s'abattre sur ses épaules comme une cape tissée de solitude. Le duc était parti pour Londres, quelques heures seulement après leur déjeuner de noces, n'offrant ni explication ni date de retour prévue, la laissant naviguer dans les couloirs labyrinthiques et les pièces caverneuses, servies uniquement par des domestiques qui l'observaient avec la curiosité prudente que l'on pourrait porter à un oiseau exotique placé de manière inattendue dans une cage familière. Elle s'installa dans les appartements de la duchesse, des pièces qui étaient restées fermées depuis que la mère du défunt duc les avait occupées,
et les trouva belles mais froides, remplies de meubles recouverts de housses de toile et de portraits de femmes qui l'avaient précédée, toutes arborant la même expression de résignation, digne qu'elle voyait maintenant se refléter dans son propre miroir. La maisonnée fonctionnait avec l'efficacité mécanique d'une routine bien établie, la gouvernante, Madame Hendricks, se présentant chaque matin pour des ordres dont Vivienne apprit vite qu'ils n'étaient que de simples formalités, car cette femme gérait ces lieux depuis 30 ans et n'avait besoin d'aucune instruction d'une jeune femme de 22 ans. Pourtant, Vivienne abordait chaque journée avec une compétence discrète, apprenant les rythmes du domaine, les noms de chaque domestique, les difficultés particulières de la gestion d'une demeure au service d'un maître qui l'honorait rarement de sa présence. Elle découvrit que la gentillesse, même par de petits gestes, créait des ondes dans les eaux calmes du manoir d'Ashford. Un mot de remerciement à la soubrette qui lui apportait son chocolat du matin, un intérêt sincère pour les mains arthritiques du jardinier en chef, l'insistance pour que le vieux laquais ne se fatigue pas à porter ses malles, et lentement, presque imperceptiblement, la méfiance des domestiques se transforma en quelque chose qui s'apparentait à du respect, leur posture s'adoucissant à son passage, leurs réponses devenant moins récitées et plus humaines. Le duc revint après 2 semaines, apparaissant au dîner sans préavis ni salutation, prenant sa place à l'extrémité lointaine de la table, comme si elle n'était qu'un meuble de plus dans la pièce, et lorsqu'elle tenta une conversation polie sur le domaine, il répondit par des monosyllabes qui firent clairement comprendre que ses paroles étaient une intrusion inopportune dans ses pensées. Ses absences devinrent une routine qu'elle apprit à prédire. 3 jours au manoir, puis 1 semaine à Londres, parfois 1 mois dans son pavillon de chasse en Écosse, et lors d'une de ses visites à Londres, elle apprit par une femme de chambre compatissante, dont la sœur travaillait en ville, que le duc y entretenait des appartements, et que ces appartements étaient fréquemment visités par une femme d'une beauté saisissante et à la réputation douteuse, une veuve nommée Madame Delacroix, qui était sa compagne depuis des années. Cette information s'installa dans la poitrine de Vivienne comme une pierre jetée dans des eaux sombres, s'enfonçant plus profondément chaque jour, non pas parce qu'elle l'aimait. Comment pourrait-elle aimer un homme qui la traitait avec une telle indifférence? Mais parce que cela confirmait ce qu'elle avait déjà compris. Elle n'était pas une épouse, mais une nécessité politique. Pas une compagne, mais un moyen de lui donner un héritier dont il aurait éventuellement besoin, et jusqu'à ce moment, elle resterait dans cette belle prison, entretenant sa maison, portant son nom, existant dans les espaces vides entre ses occupations plus importantes. Les semaines passaient comme l'eau s'écoulant sous la glace hivernale, et Vivienne se découvrit une habitude d'observation non désirée, remarquant des choses sur son mari qu'elle aurait préféré ne pas voir, car l'ignorance aurait été plus simple que ce catalogue croissant de contradictions qui troublait ses heures de quiétude. Elle l'aperçut une fois, au petit matin, debout devant la fenêtre de son bureau, avec une tasse de café refroidie à la main, son expression sans défense d'une manière qu'elle ne l'était jamais lorsqu'il se savait observé. Et il y avait une lassitude si profonde gravée dans les rides autour de ses yeux qu'elle faillit lui adresser la parole avant de se rappeler qu'il avait clairement indiqué que ces mots étaient des intrusions inopportunes dans son existence. Une autre fois, lors de l'un de ses brefs retours de Londres, elle le croisa dans le couloir à l'extérieur du salon, et il ouvrit la bouche comme pour lui parler, sa main à moitié levée, dans ce qui aurait pu être un geste de salutation ou de réconciliation, mais quelque chose se ferma derrière ses yeux, et il se contenta d'un bref hochement de tête avant de poursuivre son chemin, la laissant seule avec le fantôme des mots qu'il avait ravalés. La gouvernante mentionna, presque en passant lors de leur revue matinale des affaires de la maison, que le duc visitait le vieux jardin de roses au-delà de la terrasse, et à chaque fois qu'il revenait au manoir, toujours seul, toujours au crépuscule, et quand Vivienne posa la question, l'expression de Madame Hendricks s'adoucit avec quelque chose qui ressemblait à de la sympathie,
tandis qu'elle expliquait que c'était l'endroit préféré de la défunte duchesse, qu'elle avait entretenu ses roses elle-même jusqu'à ce que la maladie l'ait emportée 7 ans plus tôt, et que le duc avait été un homme différent avant sa mort, plus doux en quelque sorte, moins cuirassé contre le monde. Les domestiques chuchotaient parfois quand ils pensaient qu'elle ne pouvait pas les entendre, disant que le vieux duc, le père d'Alaric, avait été un homme dur, qui valorisait le devoir par-dessus tout, et ne montrait d'affection à personne, et que le duc actuel était devenu un miroir de cette froideur après le décès de sa mère, comme s'il avait décidé que se soucier de quoi que ce soit était une faiblesse qu'il ne pouvait plus se permettre. Vivienne se retrouva à gérer les affaires du domaine que son mari négligeait pendant ses absences, examinant les comptes avec l'intendant, approuvant les réparations nécessaires au cottage des tenanciers, correspondant avec l'agent foncier au sujet de la rotation des cultures et de l'amélioration du drainage, et elle découvrit une étrange satisfaction dans ces tâches, dans le bien tangible qu'elle pouvait accomplir même dans cette existence isolée. Mais la première véritable fissure dans son sang-froid si soigneusement entretenu survint un après-midi gris, lorsqu'elle trouva une petite pile de ses lettres destinées à sa famille sur une table de la bibliothèque, encore scellée, le seau de cire intact, et elle réalisa, avec un sentiment de nausée, qu'il n'avait même pas pris la peine de les ouvrir, que ses tentatives de partager une petite partie d'elle-même par l'écrit avaient été si totalement indignes de son attention qu'il les avait simplement mises de côté, comme la correspondance de fournisseurs ne nécessitant aucune réponse immédiate. Et elle resta là, tenant ses lettres rejetées, sentant quelque chose en elle qui s'était courbé sous le poids de la solitude, commençait enfin à se fracturer. 3 mois s'étaient écoulés depuis leur mariage, lorsque le duc décida d'organiser un dîner au manoir d'Ashford, invitant les familles importantes du voisinage, et Vivienne se prépara pour la soirée avec le soin méticuleux qu'elle apportait à toutes ses tâches, portant une robe de soie d'un vert émeraude profond qui faisait ressortir la couleur de ses yeux, ses cheveux sombres coiffés simplement, mais avec élégance, déterminée à représenter sa maison avec la dignité qu'il semblait incapable de reconnaître en elle. Le dîner se déroula selon la chorégraphie formelle que de tels événements exigeaient, les conversations s'articulant autour de la politique, de la chasse et des derniers scandales de Londres, et Vivienne y participa avec la grâce exercée que sa mère lui avait inculquée, attentive mais pas entreprenante, apportant des observations réfléchies lorsque cela était approprié, jusqu'à ce que la conversation se tourne vers la question de l'expansion proposée du chemin de fer à travers le comté. Lord Pemberton exprima son inquiétude quant aux perturbations pour les domaines traditionnels, et Vivienne, qui avait étudié la question car elle affecterait plusieurs de leurs fermes, se hasarda à émettre l'opinion que le chemin de fer pourrait en fait bénéficier aux communautés agricoles en fournissant un transport plus rapide vers les marchés, réduisant ainsi le gaspillage et augmentant les profits tant pour les propriétaires que pour les fermiers. La table était devenue silencieuse, plusieurs invités hochant la tête d'un air pensif à ces paroles, lorsque la voix du duc trancha le silence comme une lame coupant de la soie. « Mon épouse a des notions charmantes, mais elle manque de compréhension pour des questions économiques aussi complexes. Peut-être devrions-nous laisser ces discussions à ceux qui ont l'expérience nécessaire pour les comprendre. » Les mots tombèrent avec le poids d'une humiliation publique, et Vivienne sentit la chaleur monter à ses joues, tandis que les autres invités redirigeaient rapidement leur attention vers leurs assiettes, témoins embarrassés de son rabaissement, et elle resta assise, figée sur sa chaise, les mains serrées sur ses genoux sous le couvert de la nappe, maintenant son sang-froid par la seule force de sa volonté, tandis que quelque chose en elle se brisait enfin, irrévocablement. Elle endura le reste de la soirée avec un sourire peint sur le visage, joua l'hôtesse parfaite alors que les invités partaient, accepta leurs compliments sur l'excellent dîner avec des mots gracieux
qui avait un goût de cendre dans sa bouche, et lorsque la dernière calèche s'éloigna sur l'allée et que le duc se retira dans son bureau sans un mot pour elle, elle monta les escaliers vers ses appartements avec les pas lents et mesurés de quelqu'un marchant vers son exécution. Cette nuit-là, assise à son secrétaire, tandis que le feu faiblissait dans l'âtre, Vivienne prit la décision qui allait changer le cours de sa vie. Elle n'endurerait plus ce mariage, ne passerait pas le reste de ses jours à être ignorée et dégradée par un homme qui la considérait indigne de son mépris, et avec des mains tremblantes, elle sortit une nouvelle feuille de papier et commença à composer une lettre au solliciteur de sa famille à Londres, un homme qui avait servi son père pendant des décennies et en qui elle avait confiance pour traiter cette affaire avec discrétion. Elle écrivit avec soin, expliquant sa situation sans excès d'émotion, détaillant les motifs sur lesquels une annulation pourrait être demandée, et lorsqu'elle eut scellé la lettre et l'eut cachée dans son nécessaire à écrire pour l'envoyer secrètement par l'intermédiaire d'une femme de chambre de confiance, elle se leva et commença le travail silencieux de rassembler ses effets personnels les plus précieux, les perles de sa mère, le portrait miniature de sa sœur, les livres de poésie qu'elle avait apportés de chez elle, les rangeant dans une petite malle au fond de son dressing, où ils ne seraient pas remarqués par les domestiques qui la servaient. Tandis qu'elle travaillait à la lueur de la lampe, se déplaçant silencieusement dans des pièces qui ne lui avaient jamais vraiment appartenu, Vivienne s'accorda un instant de chagrin pour ce que ce mariage aurait pu être si elle avait épousé un autre homme, ou si cet homme avait été capable de la voir comme autre chose qu'un arrangement politique fait cher, et une seule larme traça son chemin sur sa joue, avant qu'elle ne l'essuie avec une détermination féroce, refusant de gaspiller davantage de son cœur pour quelqu'un qui avait clairement indiqué qu'il n'en avait aucune utilité. Le mardi suivant, Vivienne informa Madame Hendricks qu'elle avait besoin de la calèche pour une visite chez sa couturière en ville, une course parfaitement raisonnable qui n'éveillerait aucun soupçon. Et elle s'habilla avec un soin particulier dans un costume de voyage gris anthracite qui semblait assorti au ciel couvert, son cœur battant d'une détermination nerveuse, tandis que les chevaux tiraient la calèche loin du manoir d'Ashford et descendaient l'allée sinueuse vers le village, et au-delà, vers les modestes bureaux de Fitzwilliam et fils, solliciteurs, où M. Edmund Fitzwilliam servait les intérêts juridiques de sa famille depuis plus de 30 ans. Le vieux solliciteur l'accueillit avec une surprise et une inquiétude manifeste lorsqu'on la fit entrer dans son bureau privé, lui offrant du thé et s'enquérant de sa santé avec la courtoisie douce de quelqu'un qui la connaissait depuis l'enfance, et lorsqu'elle trouva enfin le courage d'expliquer pourquoi elle était venue, parlant à voix basse de la nature de son mariage et de son désir d'en être libérée, son visage ridé devint grave, avec une expression qui suggérait qu'il n'était pas entièrement choqué par sa révélation. Il écouta sans l'interrompre, tandis qu'elle détaillait les circonstances, la froideur et la cruauté persistante du duc, les humiliations publiques, l'absence totale de toute intimité ou affection conjugale, et quand elle eut fini de parler, M. Fitzwilliam joignit ses doigts sous son menton et la regarda avec des yeux bienveillants mais sérieux, en lui expliquant qu'une annulation serait en effet possible, compte tenu des motifs qu'elle décrivait, que la non-consommation combinée à des preuves documentées de cruauté émotionnelle pourrait constituer une base pour une dissolution ecclésiastique, bien que le processus serait délicat et l'obligerait à démontrer une séparation claire de la demeure de son mari. Elle devait quitter le manoir d'Ashford, lui dit-il, établir sa résidence ailleurs pendant un certain temps pour montrer la rupture irrémédiable du mariage, et elle aurait besoin de rassembler toute correspondance ou témoin pouvant attester du traitement que le duc lui réservait, et tout au long de cette explication, Vivienne ressentit un étrange mélange de soulagement et de tristesse, soulagée que l'évasion soit possible, et triste que son mariage en soit arrivé à cette froide dissolution légale. Ils convinrent qu'elle quitterait le manoir dans une semaine,
se rendant au plus petit domaine de sa famille dans le Somerset, où elle pourrait résider pendant que la procédure d'annulation serait lancée, et M. Fitzwilliam promit de commencer à préparer les documents nécessaires avec la plus grande discrétion, comprenant que la découverte prématurée de ses intentions pourrait compliquer considérablement les choses. Elle quitta son bureau, se sentant à la fois plus légère et plus lourde qu'à son arrivée, le poids de son malheur légèrement allégé par la perspective de la liberté, mais remplacé par la gravité de la décision qu'elle prenait. Et tandis que la calèche la ramenait vers le manoir d'Ashford, elle regarda la campagne défiler par la fenêtre et se demanda si elle ressentirait le moindre regret en voyant ses champs et ses forêts pour la dernière fois. Ce que Vivienne ne savait pas, ne pouvait pas savoir, en retournant au manoir et en vaquant à ses occupations du soir avec une normalité étudiée, c'est que sa femme de chambre, la jeune Catherine qui l'avait servie avec une loyale dévotion depuis son arrivée, avait mentionné à l'un des laquais dans un moment d'inattention que la duchesse semblait troublée ces derniers temps et qu'on l'avait vue ranger des affaires dans une petite malle, et que ce laquais, dont l'allégeance première allait au valet du duc plutôt qu'à la maîtresse de maison, avait rapporté ce petit renseignement à l'étage où il finirait par atteindre des oreilles qui comprendraient sa signification, déclenchant une chaîne d'événements qui transformerait tout ce que Vivienne croyait à propos de son avenir et de la capacité de son mari à changer. C'était le jeudi soir, lorsque Harrison, le valet du duc qui le servait depuis 15 ans, avec une discrétion sans faille, frappa doucement à la porte du bureau où Alaric examinait sa correspondance avec peu d'attention pour les mots qui se trouvaient devant lui. Et lorsqu'il fut invité à entrer, l'homme plus âgé s'approcha avec l'hésitation particulière de quelqu'un apportant des nouvelles qu'il savait être malvenues, s'éclaircissant la gorge avant de parler d'un ton mesuré des informations qui lui étaient parvenues par le personnel de la maison concernant les activités et intentions récentes de la duchesse. La réaction initiale du duc fut exactement ce que l'on pouvait attendre d'un homme de sa disposition arrogante, un geste dédaigneux de la main et une observation froide que les allées et venues de sa femme ne le concernaient guère, qu'elle était libre de rendre visite à des couturières ou de s'adonner à toute autre occupation triviale. Et il se retourna vers ses papiers avec l'air d'un homme qui considérait la conversation comme terminée. Mais Harrison, qui connaissait le duc depuis son enfance et possédait certaines libertés dues à de longs services, resta debout dans la lumière de la lampe, jusqu'à ce qu'Alaric lève les yeux avec irritation et lui demande ce qu'il voulait de plus. Et c'est alors que le valet mentionna la petite malle préparée en secret, la visite à un bureau de solliciteur en ville, le mot « annulation » qui avait été entendu dans une conversation chuchotée, et quelque chose dans la poitrine du duc se serra, avec une sensation qu'il ne put immédiatement identifier, alors qu'il ordonnait à Harrison de s'expliquer plus clairement, sa voix vive de quelque chose qui aurait pu être de la colère, mais qui ressemblait étrangement à de la peur. Lorsque le tableau complet se dessina, que sa femme avait l'intention de le quitter, de dissoudre leur mariage et de retourner au domaine de sa famille, la première impulsion d'Alaric fut de rire de cette présomption, de se moquer de l'idée qu'elle puisse simplement tourner le dos à une union qui avait été arrangée par leur famille et sanctifiée par l'Église, mais le rire mourut dans sa gorge alors qu'il était assis là, dans son fauteuil en cuir, entouré des attributs de sa richesse et de sa position, et au lieu de l'amusement, il ressentit une froideur insidieuse qui n'avait rien à voir avec le courant d'air automnal qui s'infiltrait par les fenêtres. Il congédia Harrison d'un bref signe de tête et resta seul dans le bureau, tandis que le feu faiblissait, se disant qu'il s'en moquait, qu'il serait mieux sans une femme qui s'avérait gênante, qu'il pourrait facilement trouver un autre parti plus adapté à son statut et à ses attentes. Pourtant, alors même que ces pensées se formaient dans son esprit, il se surprit à se lever et à arpenter le manoir avec une énergie fébrile, remarquant pour la première fois depuis des mois les changements qui avaient eu lieu pendant le séjour de Vivienne. Le hall d'entrée,
qui avait toujours semblé froid et inhospitalier, contenait maintenant des fleurs fraîches dans les vases chinois que sa mère avait collectionnés, et le salon de réception montrait des signes d'une attention soignée. Les coussins étaient regonflés, les surfaces étincelantes, l'air même semblait plus chaud qu'avant son arrivée. Il se retrouva dans l'aile des domestiques, où il entendit la gouvernante louer l'équité de la duchesse dans la résolution d'un conflit entre deux femmes de chambre, et plus tard il remarqua que les registres de son bureau de gestion, qu'il avait honteusement négligé, étaient remplis de l'écriture précise de Vivienne, consignant des transactions et gérant des comptes qu'il avait laissés à l'abandon. Quelque chose changea dans sa poitrine alors qu'il se tenait là, tenant ses registres, passant ses doigts sur ses annotations soignées, et pour la première fois depuis qu'il avait appris son départ prévu, le duc ressentit une sensation qu'il ne reconnut pas, tant elle était étrangère à son expérience. La panique, authentique et sans phare, à l'idée de ce manoir sans sa présence, de sa vie retournant à la routine vide qu'elle avait été avant son arrivée. De perdre quelque chose qu'il n'avait jamais vraiment apprécié jusqu'à ce qu'il soit confronté à son absence, et bien qu'il ne puisse encore nommer ce qu'il ressentait, ni comprendre pourquoi cela importait tant, Alaric Ashford passa cette nuit à faire les 100 pas dans ses appartements avec une angoisse croissante, regardant les ombres s'allonger sur le sol et sachant que quelque chose de précieux lui glissait entre les doigts comme du sable, bien que sa fierté ne lui permette pas encore de reconnaître exactement ce qu'il était sur le point de perdre. Le vendredi matin arriva avec une pâle lumière du soleil filtrant à travers la brume matinale, et le duc se retrouva debout devant la salle du petit-déjeuner, où il savait que Vivienne prenait son thé. Sa main levée pour frapper à la porte, dans un geste si étranger pour lui qu'il faillit rire de son absurdité. Lui qui n'avait jamais demandé la permission d'entrer dans une pièce de sa propre maison, hésitant maintenant comme un écolier devant le bureau du directeur. Quand il entra enfin, Vivienne leva les yeux de sa correspondance avec une expression de surprise froide, sa tasse de thé suspendue à mi-chemin de ses lèvres, et il se sentit soudainement maladroit et incertain en marmonnant quelque chose sur son souhait de discuter des affaires de la maison, bien qu'il n'eût aucune affaire de la maison à discuter et qu'ils le sussent tous les deux. Elle le regarda avec ses yeux gris qui semblaient voir à travers toutes les prétentions, répondant avec une politesse parfaite qu'elle était à sa disposition, lui désignant la chaise en face d'elle avec une formalité qui le blessa plus profondément que n'importe quelle parole dure n'aurait pu le faire. Et alors qu'il s'asseyait en essayant d'inventer une conversation sur la récolte à venir ou l'état des cottages des tenanciers, il remarqua des détails sur elle qu'il n'avait jamais pris la peine d'observer auparavant. La façon dont elle prenait son thé avec un seul morceau de sucre et une mesure précise de crème, la façon dont ses doigts traçaient le bord de sa soucoupe quand elle réfléchissait, la façon dont la lumière du matin se prenait dans ses cheveux sombres et révélait des nuances d'auburn qu'il n'avait jamais vues. Il réalisa, avec une sensation proche de l'horreur, qu'il ne savait rien de sa propre femme, rien de ses préférences ou de ses pensées, rien de ce qui la faisait sourire ou de ce qui lui causait du chagrin, au-delà du chagrin qu'il lui avait lui-même infligé, et cette ignorance lui parut soudain impardonnable, d'une manière que sa cruauté délibérée ne l'avait pas été. Leur conversation guindée dura peut-être 10 minutes avant que Vivienne ne s'excuse avec une courtoisie impeccable pour s'occuper de ses devoirs, le laissant assis seul dans la salle du petit-déjeuner, se sentant plus perdu qu'il ne l'avait été depuis la mort de sa mère. Et tout au long de la journée, il se surprit à la chercher sous divers prétextes, l'apercevant dans la bibliothèque, où elle lisait assise sur le rebord de la fenêtre, la regardant depuis la fenêtre de son bureau, alors qu'elle se promenait dans les jardins avec un livre sous le bras, observant la façon gracieuse dont elle se déplaçait dans le monde qu'il s'était tant efforcé de lui rendre inhospitalier. Ce soir-là, il devait se rendre en ville pour sa visite hebdomadaire à sa maîtresse, une habitude qu'il avait maintenue avec une régularité cruelle
tout au long de son mariage. Et il ordonna même de préparer sa calèche et s'habilla pour le voyage avant que quelque chose ne le fasse hésiter, une conscience nouvelle et inconfortable que se rendre chez une autre femme, alors que sa femme se préparait à le quitter pour toujours sembler non seulement cruelle, mais d'une certaine manière insupportable. Il faillit envoyer un mot pour annuler le rendez-vous, sa main sur le secrétaire, le papier devant lui, mais la fierté se réaffirma avec une force familière. Il ne la laisserait pas changer ses habitudes, ne lui donnerait pas ce pouvoir sur lui, n'admettrait même pas à lui-même que quoi que ce soit avait changé dans son monde si soigneusement ordonné. Il partit donc, chevauchant dans l'obscurité vers l'hôtel particulier où sa maîtresse l'attendait. Mais la soirée s'étira devant lui avec un poids de plomb, la conversation semblant creuse, la compagnie fastidieuse d'une manière qu'elle ne l'avait jamais été auparavant, et il se surprit à trouver des excuses et à partir bien plus tôt que d'habitude, retournant vers le manoir d'Ashford dans la nuit, avec une agitation qu'il ne pouvait nommer, pour trouver le manoir sombre et silencieux, à l'exception de la lampe qui brûlait encore à la fenêtre de Vivienne, et il se tint dans la cour, regardant cette lumière et se demandant à quoi elle pensait. Si elle était soulagée de son absence, ou simplement indifférente, s'il y avait un moyen de combler le gouffre qu'il avait si soigneusement construit entre eux, bien qu'il ne pût encore admettre pourquoi il lui semblait soudain si désespérément important d'essayer. Le dimanche matin trouva le duc errant dans l'aile est du manoir, une section qu'il visitait rarement, attiré là par une impulsion fébrile qu'il ne pouvait expliquer. Et c'est dans le petit salon qui donnait sur le jardin de roses qu'il découvrit un ouvrage de broderie abandonné sur le rebord de la fenêtre, l'aiguille encore enfilée dans un tissu représentant une scène pastorale d'une délicatesse et d'une habileté remarquables, à moitié achevée et laissée là comme si son auteur avait simplement perdu le courage de la terminer. Il ramassa le cadre avec une douceur inattendue. Étudiant les minuscules points qui formaient des fleurs des champs et des collines lointaines, reconnaissant l'œuvre de Vivienne, bien qu'il ne l'eût jamais vue s'adonner à une telle occupation, et quelque chose dans son état d'abandon, la façon dont les fils pendaient, le motif inachevé, le frappa avec une force inattendue, comme une métaphore de leur mariage tout entier, quelque chose commencé avec soin, qui avait été laissé à l'abandon par sa négligence. Il l'emporta avec lui, tandis qu'il poursuivait son exploration sans but, se retrouvant attiré vers son bureau, où les registres du domaine étaient ouverts sur son pupitre, et lorsqu'il les examina de plus près, il y vit des mois de travail méticuleux de Vivienne, son écriture s'étalant sur des pages qu'il avait laissées blanches par indifférence, documentant les dépenses et les revenus, les préoccupations des tenanciers et les besoins de la maison, gérant les fondations mêmes de son domaine, alors qu'il avait été trop fier et trop sot pour le remarquer. Cette découverte l'envoya aux appartements de la gouvernante, où madame Brennan le regarda avec une surprise à peine dissimulée lorsqu'il l'interrogea sur les activités de la duchesse, et la réponse de la femme plus âgée, livrée avec la franchise particulière que confèrent de longues années de service, détailla comment Vivienne était personnellement intervenue lorsqu'une famille de tenanciers avait été menacée d'expulsion pour cause de maladie, comment elle avait créé un fonds pour les besoins médicaux des domestiques, comment elle passait des heures chaque semaine à visiter les cottages des travailleurs pour s'assurer de leur bien-être. Des accomplissements qui témoignaient d'un caractère, d'une noblesse si naturelle que ses propres prétentions aristocratiques semblaient creuses et dénuées de sens en comparaison. Il se tenait là, dans le salon de la gouvernante, entouré des preuves de la compétence discrète et de la compassion sincère de sa femme, confrontée à la réalité qu'elle avait été une meilleure intendante de l'héritage de sa famille en 3 mois qu'il ne l'avait été en 5 ans depuis qu'il avait hérité du titre, et son arrogance, cette armure soigneusement construite qu'il portait depuis la mort de son père, commença à se fissurer comme de la glace sous le soleil de printemps, révélant en dessous quelque chose de brut, d'incertain et de désespérément effrayé. Ce soir-là,
Il la chercha avec une détermination née du désespoir. La trouvant dans la bibliothèque où elle lisait à la lueur d'une lampe, et il lui demanda, avec une maladresse qui aurait été comique si elle n'avait pas été si sincère, si elle voulait bien se joindre à lui pour le dîner, une simple demande qui n'aurait dû exiger aucun courage, mais qui lui coûta presque tout de la formuler, et sa réponse, livrée avec une politesse impeccable, qui sembla d'une certaine manière plus blessante que n'importe quelle insulte, fut un doux refus accompagné de l'observation qu'elle avait déjà pris son repas et souhaitait se retirer tôt, le laissant seul au milieu des livres, tandis qu'elle passait devant lui avec la courtoisie distante d'une étrangère, et il comprit avec une clarté écrasante qu'il avait transformé sa femme en exactement cela, une étrangère dans sa propre maison, quelqu'un qui le regardait sans rien d'autre dans les yeux qu'une froide indifférence, et la réalisation qu'il avait fait cela par sa propre cruauté, sa propre fierté, son propre aveuglement obstiné face au trésor qui avait été placé sous sa garde, s'abattit sur lui avec le poids de pierre, alors qu'il restait là, dans la bibliothèque vide, tenant le cadre de broderie abandonné comme un talisman de tout ce qu'il était sur le point de perdre, sachant qu'elle partirait dans 3 jours et emporterait avec elle toute possibilité de rédemption qu'il aurait pu espérer trouver. Le lundi arriva avec un ciel de plomb qui correspondait au poids dans la poitrine d'Alaric, et il se réveilla avec la connaissance que Vivienne partirait dans 2 jours s'abattant sur lui comme un fardeau physique, le poussant à faire quelque chose qu'il n'avait jamais fait en ses 5 années en tant que duc. Il annula tous ses rendez-vous, tous ses engagements, toutes ses obligations qui pourraient l'éloigner du manoir, envoyant des notes à son intendant, à son homme d'affaires et aux divers pétitionnaires qui sollicitaient son attention, prétextant une indisposition, bien que le seul mal dont il souffrait fût de sa propre création. Il erra dans le manoir d'Ashford comme s'il le voyait pour la première fois, remarquant les détails que la présence de Vivienne avait fait naître, des fleurs fraîches dans le hall d'entrée qui était resté nu et froid pendant des années, de nouveaux rideaux dans le salon qui laissaient entrer la lumière là où les ombres avaient régné auparavant, de petites touches de chaleur et de soin qui avaient transformé sa demeure ancestrale d'un mausolée de gloire passée en quelque chose que l'on aurait pu qualifier d'accueillant, et il comprit avec une clarté dévastatrice qu'à son départ, elle emporterait tout cela avec elle, ne laissant derrière elle que le vide froid dont il s'était cru satisfait avant son arrivée. L'après-midi le trouva dans les jardins où il la découvrit se promenant parmi les roses à floraison tardive, un châle enroulé contre le froid automnal, et il s'approcha avec l'hésitation d'un homme marchant vers son propre jugement, trouvant les mots inadéquats et son arrogance habituelle inutile comme armure contre le regard froid qu'elle posa sur lui lorsqu'il prononça son nom. Ils se tinrent là, dans la lumière déclinante, entourés de fleurs qui allaient bientôt céder à l'approche de l'hiver, et il tenta d'engager la conversation sur des sujets sans importance, le temps, les jardins, l'état des roses, jusqu'à ce qu'elle l'interrompe avec une franchise qui trancha toute prétention, demandant simplement « Pourquoi cela a-t-il de l'importance maintenant ?» La question resta en suspens entre eux comme une lame, et il se trouva incapable de répondre avec une quelconque honnêteté, incapable de dire qu'il venait seulement de commencer à la voir comme une personne plutôt qu'une obligation importune, incapable d'admettre que la pensée de son absence était devenue insupportable d'une manière qu'il ne pouvait pas encore pleinement comprendre, incapable d'avouer qu'il était peut-être en train de tomber amoureux de la femme qu'il avait si profondément méprisée. Et son silence en dit plus long que les mots n'auraient pu le faire. Elle le regarda avec ses yeux gris qui semblaient contenir toute la tristesse de leur bref mariage, et elle lui dit avec une tranquillité finale qu'elle partirait dans 2 jours, au lever du jour le mercredi, et il entendit dans sa voix, non pas de la colère, mais une sorte de douce résignation qui était d'une certaine manière pire que n'importe quelle fureur aurait pu l'être, comme si elle avait déjà pleuré leur mariage
et l'avait dépassé alors qu'il commençait à peine à comprendre ce qu'il était sur le point de perdre. Il voulut protester, exiger qu'elle reste, lui ordonner en tant que mari de demeurer, mais même lui reconnut que de tels ordres ne feraient que prouver la sagesse de sa décision de partir, et à la place, il resta muet et impuissant, tandis qu'elle s'excusait avec une parfaite courtoisie et retournait vers le manoir, sa silhouette rapetissant contre la vaste façade de pierre de sa maison familiale, et il resta là, seul au milieu des roses, tandis que l'obscurité s'installait et que les premières gouttes de pluie froide commençaient à tomber, sentant son monde soigneusement construit commencer son inévitable effondrement autour de lui, comprenant qu'il avait bâti sa vie sur des fondations de fierté et d'arrogance qui s'effritaient maintenant sous la simple vérité qu'il avait blessé la seule personne qui aurait pu le sauver de devenir l'homme froid et vide que son père avait été, et reconnaissant avec l'agonie particulière de la révélation qui arrive trop tard qu'il ne voulait pas qu'elle parte, ne pouvait supporter l'idée de son absence, avait besoin d'elle d'une manière qui le terrifiait par son intensité, bien qu'il n'eût aucune idée de comment lui dire tout cela, aucun vocabulaire pour la vulnérabilité après des années de dédain pratiqué, aucun moyen de combler le gouffre qu'il avait si délibérément créé entre eux dans les 2 maigres jours qui restaient avant qu'elle ne le quitte pour toujours. Le mardi se leva avec une pâleur qui semblait correspondre au désespoir dans l'âme d'Alaric, et il se leva avant l'aube, sachant que c'était sa dernière journée complète avant le départ de Vivienne, les dernières heures pendant lesquelles il pourrait peut-être empêcher la dissolution d'un mariage qu'il commençait à peine à apprécier. Et sa première action fut une qui lui coûta plus de fierté qu'il ne l'avait imaginé. Il envoya un mot à sa maîtresse en ville pour lui annoncer que leur arrangement était terminé, de façon permanente et sans possibilité de réconciliation, y joignant un règlement généreux qui ressemblait à une pénitence pour des péchés qu'il commençait seulement à comprendre pleinement. La matinée le trouva dans son bureau avec Edmund Graves, le vieil intendant qui avait servi son père et son grand-père avant lui, un homme dont la discrétion avait toujours été absolue, mais dont Alaric avait maintenant désespérément besoin que la loyauté se transforme en honnêteté. Et lorsqu'il demanda au vieil homme de parler franchement de sa conduite en tant que duc et mari, le silence qui suivit ressembla à un jugement, avant que Graves ne commence à parler d'un ton mesuré, de la cruauté déguisée en privilège aristocratique, d'une jeune duchesse qui avait essayé, avec une dignité tranquille, d'être une partenaire digne, tout en ne rencontrant que du dédain, de domestiques qui chuchotaient leur choc de voir à quel point le jeune duc avait embrassé les pires qualités de son père. Cette distance froide, cette cruauté désinvolte, cette conviction absolue que le rang excusait toutes sortes de méchanceté. Les mots frappèrent Alaric avec la force de coups physiques, chaque observation étant un miroir tendu pour refléter ce qu'il était devenu, et il vit avec une clarté dévastatrice qu'il s'était en effet transformé en l'homme même qu'il avait juré, en tant que garçon en deuil, de ne jamais imiter. Ce père distant qui avait régné sur le manoir d'Ashford comme un tyran et était mort sans être pleuré, même par son propre fils, et la reconnaissance qu'il avait infligée à Vivienne, la même existence sans amour que sa mère avait endurée, le fit se lever d'un bond, arpentant le bureau comme un animal en cage, tandis que quelque chose de fondamental changeait dans l'architecture de son âme. Il comprit alors, debout parmi les livres de son père, les trophées de chasse de son grand-père et tout le poids accumulé de la fierté d'Ashford, que ce qu'il ressentait pour Vivienne avait transcendé l'obligation ou même l'attirance pour devenir quelque chose qu'il n'avait aucune expérience à nommer, ce besoin douloureux de sa présence, ce désir désespéré d'être digne de son estime, cette volonté de renoncer à chaque parcelle de fierté si cela signifiait qu'elle pourrait le regarder sans cette terrible distance polie dans ses yeux. Et il reconnut enfin que c'était de l'amour, non pas l'affection agréable qu'il avait imaginé que le mariage pourrait éventuellement produire, mais quelque chose de féroce et de dévorant,
qui se moquait de tout ce qu'il pensait avoir compris de lui-même. Il passa l'après-midi à composer et à jeter des lettres, essayant de trouver des mots adéquats pour transmettre la transformation qui s'opérait en lui. Mais chaque phrase semblait insuffisante face à l'ampleur de ce qu'il avait besoin d'exprimer. Et finalement, il résolut de lui parler directement ce soir, de se mettre à nu devant son jugement et de supplier non pas pour le pardon qu'il savait ne pas mériter, mais simplement pour la chance de prouver qu'il pouvait devenir le mari qu'elle avait mérité depuis le début, le partenaire digne de sa force, de sa grâce et de sa douce noblesse d'esprit. Pendant ce temps, dans ses appartements, Vivienne traversait la journée avec le sang-froid prudent de quelqu'un accomplissant un devoir pénible mais nécessaire, pliant des robes dans des malles, emballant de petits trésors dans du papier de soie, rangeant le bref chapitre de sa vie de duchesse d'Ashford avec une efficacité méthodique qui masquait le chagrin sous-jacent, et bien qu'elle ait pris sa décision avec des yeux clairs et un raisonnement solide, bien qu'elle sût que partir était le seul moyen de préserver ce qui restait de sa dignité et de son espoir, ses mains tremblaient encore légèrement alors qu'elle rangeait chaque objet, et son cœur lui semblait lourd et meurtri dans sa poitrine, alors que la pièce se vidait progressivement de sa présence, ne laissant derrière elle que le fantôme de ce qui aurait pu être si son mari avait eu la capacité de la voir comme autre chose qu'une obligation importune imposée par les ambitions politiques de leur famille. Et alors que les ombres du soir s'allongeaient dans son salon, elle se tenait à la fenêtre, regardant les terres du manoir d'Ashford, gravant dans sa mémoire ce lieu qui n'était jamais tout à fait devenu son foyer, résolue dans son départ, mais incapable de nier la petite douleur tenace de la tristesse pour le mariage qui n'avait existé que dans ses espoirs et jamais dans la réalité, se préparant à la confrontation finale qu'elle sentait venir. Sachant que demain elle partirait et que quoi que le duc puisse dire ou faire ce soir ne serait pas suffisant pour surmonter 3 mois de cruauté calculée et d'indifférence, bien qu'une faible partie de son cœur murmurât des souhaits qu'elle refusait de s'avouer même à elle-même. Le mercredi matin se leva avec une aube grise qui semblait refléter la finalité s'installant sur le manoir d'Ashford, et Vivienne descendit le grand escalier aux premières lueurs pour trouver ses malles déjà chargés sur la calèche qui attendait dans l'allée circulaire, ses chevaux piaffant d'impatience dans l'air froid du matin, tandis que les domestiques se tenaient à une distance respectueuse, leur visage reflétant une tristesse qu'elle ne s'attendait pas à voir. Et elle traversa ces derniers instants avec le sang-froid prudent de quelqu'un qui a répété ce départ 1000 fois dans son esprit, acceptant les adieux discrets de la gouvernante, de la cuisinière et de la jeune femme de chambre qui l'avait servi avec tant de dévotion, maintenant sa dignité, même si son cœur semblait se briser lentement dans sa poitrine. Elle avait atteint la dernière marche lorsque le duc apparut, et sa vue la figea sur place. Alaric se tenait dans le hall d'entrée, l'air complètement défait, ses cheveux en désordre, comme s'il y avait passé les mains d'innombrables fois, sa cravate de travers, ses yeux exprimant un désespoir qu'elle n'avait jamais vu en 3 mois de mariage, et lorsqu'il prononça son nom, cela sonna comme une prière ou une supplique. Brute et sans défense d'une manière qui aurait pu l'émouvoir si elle n'avait pas passé ces 3 mêmes mois à apprendre à protéger son cœur de l'espoir. Il traversa le sol de marbre vers elle, et les mots qui tombèrent de ses lèvres brisèrent ce qui restait de sa fierté aristocratique, alors qu'il disait simplement, sans préambule ni prétention, « S'il vous plaît, ne partez pas ». Et elle sentit quelque chose se tordre en elle, même si elle se força à rencontrer son regard avec la distance froide qu'elle avait perfectionnée, répondant d'une voix qui ne trahissait aucune de la tourmente intérieure. « Vous ne m'avez donné aucune raison de rester, votre grâce. » La formalité du titre sembla le frapper comme un coup physique, et il s'approcha, ses mains à moitié levées, comme s'il voulait la toucher, mais n'osait pas.
et il se mit alors à parler de sa cruauté, de son aveuglement, de son traitement impardonnable envers elle, les mots sortant en une confession qui aurait pu sembler répétée si ce n'était l'angoisse authentique qui transperçait chaque syllabe, admettant qu'il avait eu tort sur tout, qu'il lui avait manqué de manière qu'il commençait seulement à comprendre, que l'idée de son départ était devenue insupportable, et elle écouta tout cela avec la colonne vertébrale raide et une expression soigneusement neutre, se protégeant contre la séduction de sa conscience soudainement découverte. Quand il eut fini, debout devant elle avec sa fierté en ruine autour de lui, elle parla avec une fermeté née de l'instinct de survie, lui disant que son remords soudain venait trop tard, qu'elle ne resterait pas dans un mariage où elle n'était appréciée qu'au moment de la perdre, qu'elle méritait plus que les miettes de considération qu'il offrait maintenant que le départ forçait sa main, et elle vit quelque chose se fissurer dans son expression, un dernier bastion d'espoir s'effondrant, mais elle ne pouvait pas se laisser influencer, ne pouvait pas laisser 3 mois de douleur être effacés par la supplique désespérée d'un matin. Elle passa devant lui en direction de la porte, et il n'essaya pas de l'arrêter, n'ordonna ni n'exigea comme elle s'y attendait à moitié, et cette retenue était d'une certaine manière pire que la force ne l'aurait été, témoignant d'une transformation en laquelle elle ne pouvait se permettre de croire, et elle sortit dans le matin gris et monta dans sa calèche sans regarder en arrière, faisant un signe de tête au cocher qui mit les chevaux en mouvement, sentant les roues commencer à rouler sur l'allée de gravier qui l'emporterait loin du manoir d'Ashford et du mari qui lui avait brisé le cœur par une cruauté désinvolte et qui le brisait à nouveau par la reconnaissance tardive de ce qu'il avait détruit. Et elle s'assit, les mains jointes sur ses genoux et les yeux fixés droit devant, refusant de jeter un œil par la fenêtre à la grande maison qui s'éloignait derrière elle, refusant de reconnaître les larmes qui, enfin, dans l'intimité de la calèche, commencèrent leur lente descente sur son visage impassible. La calèche avait roulé peut-être 30 mètres sur l'allée de gravier, quand quelque chose à l'intérieur d'Alaric se brisa tout simplement. Une dernière retenue cédant comme un barrage qui ne pouvait plus contenir le flot, et il se retrouva à courir après elle sans décision consciente, ses bottes martelant le gravier tandis qu'il l'appelait par son nom avec un désespoir qui dépouillait chaque dernier vestige de dignité ducale. Et il avait parcouru environ la moitié de la distance quand son pied se prit dans une pierre déplacée, et il tomba lourdement, ses paumes frappant le gravier coupant de l'allée, avec une force qui envoya une douleur brûlante dans ses bras, alors que les bords brisés de la pierre s'enfonçaient profondément dans sa chair. Il aurait dû s'arrêter là, aurait dû se relever et se retirer au manoir pour soigner ses mains en sang et sauver ce qui restait de sa fierté. Mais la fierté était devenue insignifiante face à la perte d'elle. Et il fit donc quelque chose qu'aucun duc d'Ashford n'avait jamais fait dans la longue et illustre histoire de sa famille. Il rampa à 4 pattes sur le gravier et les pierres brisées, sentant les bords tranchants mordre ses paumes à chaque mouvement, laissant des traînées de cramoisie sur les pierres pâles, tandis qu'il se traînait vers sa calèche qui s'éloignait, l'appelant par son nom d'une voix qui se brisait sur les syllabes, transformé de l'aristocrate froid qu'il avait méprisé 3 mois plus tôt en quelque chose de brut, de désespéré et de entièrement humain. Les domestiques qui furent témoins de cette scène en parleraient à voix basse pendant des années, comment le fier duc d'Ashford rampa dans sa propre allée comme un mendiant, son bel habit du matin taché de poussière et de sang, son sang-froid soigneusement cultivé et brisé au-delà de toute reconnaissance, et ce fut le cocher qui le vit le premier et arrêta les chevaux, incertain de ce que le protocole exigeait lorsque son employeur était à genoux dans le gravier. Et à travers la fenêtre de la calèche, Vivienne aperçut un mouvement et se retourna pour voir son mari rampant vers elle, les mains ensanglantées et la dévastation inscrite sur chaque ligne de son visage. Elle descendit de la calèche dans un froufrou de vêtements de voyage, son propre sang-froid se fracturant à sa vue, et elle resta figée sur l'allée,
tandis qu'il l'atteignait et restait à genoux, la regardant avec des yeux qui ne contenaient aucune de l'arrogance qu'elle avait endurée pendant 3 mois. Seulement une vulnérabilité terrible et nue qui lui serra la poitrine d'émotions qu'elle ne pouvait nommer. Et quand il parla, sa voix était rauque et brisée, alors qu'il disait « J'avais tort, Vivienne, j'avais tort surtout. » Il leva ses mains en sang, comme si elles étaient une offrande ou une pénitence, le cramoisi tachant les poignets de sa chemise et s'égouttant sur les pierres grises, et il continua de cette même voix brute. « Vous n'êtes pas indigne de moi. Vous ne l'avez jamais été. C'est moi qui suis indigne de vous. Je le suis depuis le moment où nous nous sommes rencontrés, et j'étais trop aveugle, trop fier, et trop le fils de mon père pour le voir, et je n'ai aucun droit de vous demander quoi que ce soit après la façon dont je vous ai traité. Aucun droit du tout. Mais je le demande quand même parce que je ne peux pas vous laisser partir sans que vous sachiez que vous valez plus qu'1 millier d'hommes comme moi, que vous êtes magnifique et forte, et tout ce que j'aurais dû chérir depuis le début. Et si vous choisissez toujours de partir, alors je ne vous arrêterai pas. Mais s'il vous plaît, sachez que vous perdre est la première chose réelle que j'ai jamais ressentie, et cela me détruit. » Les mots restèrent en suspens dans l'air froid du matin entre eux, et Vivienne se tenait là, regardant cet homme qui n'avait été que cruelle indifférence pendant des mois, maintenant brisé et saignant à ses pieds, et elle sentit ces murs soigneusement construits commencer à se fissurer, même si elle se disait que des mots prononcés dans le désespoir ne signifiaient rien, que cela pourrait être de la manipulation ou de la fierté blessée par le rejet plutôt qu'une véritable transformation. Pourtant, elle ne pouvait détourner le regard de ses mains en sang, ni de la terrible honnêteté dans ses yeux, alors qu'il était agenouillé devant elle dans le gravier, attendant son jugement comme un condamné attendant sa sentence, et quelque chose dans son cœur qu'elle avait tant essayé de protéger commença à changer malgré toutes ses résolutions, malgré toutes les bonnes raisons qu'elle avait de remonter dans cette calèche et de ne jamais regarder en arrière. La vue de lui, agenouillé là, le sang tachant le gravier sous ses mains, débloqua quelque chose en Vivienne qu'elle avait gardé sous un contrôle strict pendant 3 mois. Et soudain, toute la colère qu'elle avait réprimée déferla en un torrent de mots qui tranchèrent de l'air gris du matin comme des éclats de verre, racontant chaque cruauté qu'il lui avait infligée, depuis ce premier mépris chuchoté à l'autel jusqu'aux innombrables rebuffades et rejets désinvoltes qui avaient suivi, lui rappelant les dîners où il avait parlé par-dessus elle comme si elle était invisible, les soirées où il l'avait laissée seule dans cette vaste salle à manger pendant qu'il disparaissait pour rendre visite à sa maîtresse, le matin où elle avait trouvé ses lettres soigneusement écrites pour lui, non ouvertes, dans son bureau, comme si ses pensées et ses sentiments étaient trop insignifiants pour mériter ne serait-ce qu'un instant de son attention, et elle parla de l'humiliation d'être une épouse de nom seulement, une décoration dans sa grande maison moins appréciée que les tableaux sur ses murs, et à mesure que les mots sortaient, elle sentit des années d'entraînement au sang-froid et à la dignité s'effondrer, ne laissant que la douleur brute d'une femme qui avait tant essayé d'être digne d'un homme qui ne l'avait jamais regardée qu'avec dédain. Alaric resta à genoux pendant toute cette récitation de ses échecs, ses mains en sang pendantes à ses côtés, et il n'interrompit, ni ne se défendit, n'offrant aucune des justifications aristocratiques qu'il aurait pu employer autrefois, acceptant simplement chaque accusation comme si c'était un coup mérité, et quand elle manqua enfin de mots et se tint tremblante devant lui, les larmes coulant sur son visage, il dit doucement « Vous avez raison sur tout, chaque mot, et je n'ai aucune défense à offrir car il n'y a pas de défense pour ce que je vous ai fait. » Et la simplicité de cette reconnaissance, libre d'excuses ou d'explications, la frappa aussi profondément que sa confession précédente. Il leva alors les yeux vers elle, des yeux qui ne contenaient qu'une terrible honnêteté, et dit « Je ne vous demande pas de me pardonner, Vivienne, car je sais que ce que j'ai fait est impardonnable,
et je ne vous demande pas de rester par obligation, par devoir ou par un sens mal avisé de la pitié, mais je demande une chose que je n'ai aucun droit de requérir. Je demande du temps pour prouver que je peux devenir le mari que vous méritiez depuis le début, du temps pour vous montrer par des actes plutôt que par des mots que je suis capable de changer. Et si après ce temps, vous souhaitez toujours partir, alors non seulement je vous laisserai partir, mais je vous y aiderai, je vous donnerai le règlement que vous exigerez, et je parlerai moi-même à votre famille et aux solliciteurs pour m'assurer que l'annulation se déroule sans heurte. Mais s'il vous plaît, donnez-moi une chance d'être meilleur que je ne l'ai été. » Vivienne resta figée dans l'indécision, son cœur déchiré entre l'instinct de protection qui lui hurlait de remonter dans la calèche et de partir avant qu'il ne puisse la blesser à nouveau, et un petit espoir fragile que peut-être cette transformation pourrait être réelle, que peut-être l'homme brisé agenouillé devant elle dans le gravier représentait quelque chose d'authentique plutôt qu'une performance destinée à sauver sa fierté blessée, et elle se surprit à penser à tous les petits moments qu'elle avait observés au cours des dernières semaines, les expressions troublées lorsqu'il se croyait inobservé, les changements progressifs dans son comportement qui avaient commencé avant même qu'il ne connaisse son projet de départ, et elle réalisa que si son grand geste de ramper après sa calèche pouvait être dramatique, les fondations du changement s'étaient peut-être construites plus discrètement sous la surface. Elle prit une profonde inspiration qui trembla dans sa poitrine et prononça des mots qui la surprirent elle-même en sortant, lui disant qu'elle lui accorderait un mois. 30 jours pendant lesquels elle resterait au manoir d'Ashford et observerait si sa transformation proclamée avait une substance ou si elle se dissoudrait comme la brume matinale une fois la crise immédiate passée. Et elle précisa que ce n'était ni un pardon ni une réconciliation, mais plutôt une période d'évaluation pendant laquelle elle chercherait un changement authentique plutôt que de jolies paroles. Et si à la fin de ce mois elle trouvait ses efforts insuffisants ou insincères, elle partirait sans autre discussion ni débat, et il devrait accepter cette décision sans argument ni résistance, et tandis qu'elle exposait ses conditions, elle vit le soulagement. La gratitude et quelque chose qui aurait pu être de l'émerveillement inondait son visage ensanglanté et couvert de poussière, alors qu'il hochait la tête, en accord avec des termes qui lui donnaient bien moins qu'il n'aurait pu l'espérer, mais infiniment plus qu'il ne méritait. La première semaine du mois accordée par Vivienne se déroula dans une maladresse qui imprégnait chaque recoin du manoir d'Ashford, tandis qu'Alaric tentait de naviguer sur le territoire inconnu de la courtoisie authentique envers la femme qu'il avait si profondément méprisée, et ses efforts, bien que clairement sincères, portèrent les marques malhabiles d'un homme qui n'avait jamais eu besoin de considérer le confort ou les préférences d'une autre personne. Se manifestant par de petits gestes qui auraient été banals dans un mariage normal, mais qui se détachaient de manière frappante sur le fond de leur précédente distance froide, il commença à apparaître au petit déjeuner, un repas qu'il prenait auparavant seul dans son bureau ou qu'il sautait entièrement, et lui demandait avec une formalité guindée comment elle avait dormi et quels étaient ses projets pour la journée, des questions qui semblaient lui coûter un effort visible comme s'il apprenait une langue étrangère, et Vivienne répondait à ses demandes avec une politesse soignée qui ne révélait rien de ses pensées intérieures. Maintenant, la distance protectrice qu'elle s'était promise, même si elle observait ses tentatives avec l'attention aiguë de quelqu'un qui avait appris que la survie dépendait de la lecture des changements les plus subtils dans le comportement d'autrui. Elle remarqua qu'il avait renvoyé Thompson, le laquais en chef, qui l'avait toujours traité avec un mépris à peine dissimulé, et lorsqu'elle s'enquit de ce changement par l'intermédiaire de la gouvernante, Madame Bramwell, elle apprit que le duc avait personnellement renvoyé 3 membres du personnel dont le traitement à son égard avait été moins que respectueux, une révélation qui la surprit, car elle n'avait pas réalisé qu'il avait remarqué de telles choses, et encore moins qu'il s'en était soucié au point d'agir.
et cela fut suivi par d'autres changements qui se propagèrent dans la maisonnée, des conditions améliorées dans les quartiers des domestiques qu'elle avait préconisées il y a des mois sans réponse, une augmentation soudaine des salaires du personnel subalterne, des modifications des horaires de travail qui accordaient aux femmes de chambre et aux laquais des heures plus raisonnables, le tout mis en œuvre discrètement, comme si Alaric espérait qu'elle le remarquerait sans qu'il ait besoin d'attirer l'attention sur ses efforts. Le 4e jour de cette première semaine, elle trouva un paquet emballé dans du papier brun sur le petit secrétaire de son salon, et lorsqu'elle l'ouvrit avec des doigts tremblants, elle découvrit 3 volumes de poésie qu'elle avait mentionnés une fois, juste une fois, en passant dans une conversation avec Madame Bramwell des semaines auparavant, comme étant ses favoris de son enfance, des livres qu'elle avait laissés derrière elle en se mariant et auxquels elle n'avait plus pensé depuis. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, il s'était souvenu ou avait découvert ce détail et les avait fait venir de Londres. Et elle resta là, tenant ces volumes avec leurs couvertures en cuir usé et leurs lettres dorées familières, sentant quelque chose se fissurer dans l'armure soignée qu'elle avait construite autour de son cœur, bien qu'elle se dît sévèrement que les gestes aimables ne signifiaient rien sans un changement durable, que n'importe quel homme pouvait accomplir des actes de contrition face à la perte de quelque chose qu'il avait décidé de vouloir garder. Vivienne continua sa routine de gestion de la maison et de traitement de la correspondance, mais maintenant elle le faisait avec la conscience constante d'être observée, de la présence d'Alaric planant en marge de ses activités, comme s'il l'étudiait de la manière dont un érudit pourrait étudier un texte dans une langue inconnue, et elle trouva cette attention troublante après des mois d'invisibilité, prise entre la suspicion que tout cela n'était que performance et une dangereuse lueur d'espoir que peut-être, juste peut-être, quelque chose d'authentique avait changé chez l'homme qui avait autrefois ricané qu'elle était indigne de lui. Et à la fin de la première semaine, elle réalisa, avec quelque chose comme de la surprise, qu'elle n'avait pas encore refait ses bagages, qu'une partie d'elle avait décidé d'observer véritablement plutôt que d'attendre simplement qu'il échoue, et cette prise de conscience apporta à la fois soulagement et terreur à parts égales. La 2e semaine du mois d'essai de Vivienne apporta une transformation dans leurs interactions qu'elle n'avait pas anticipée, commençant le 8e matin, lorsque Alaric apparut dans la salle du petit-déjeuner avec une expression de détermination si soignée qu'elle se prépara immédiatement à une nouvelle supplique ou à un grand geste, pour qu'il lui demande plutôt, avec la formalité hésitante d'un étudiant s'adressant à un tuteur sévère, si elle serait disposée à lui apprendre la bonne gestion des comptes du domaine qu'elle avait géré avec tant de compétence pendant sa négligence. Et bien que son premier instinct fût de refuser cette demande comme une autre manipulation, quelque chose dans l'incertitude authentique de ses manières la fit accepter, et ils se retrouvèrent donc cet après-midi-là dans son bureau, une pièce où elle n'était entrée qu'une seule fois auparavant, assis l'un en face de l'autre au large bureau en acajou, avec des registres et de la correspondance étalée entre eux comme un pont sur des mois de distance froide. Elle commença à expliquer les comptes de la maison avec un détachement professionnel, soulignant les inefficacités qu'elle avait corrigées et les améliorations qu'elle avait mises en œuvre. Et au début, Alaric écouta simplement, avec l'attention silencieuse d'un homme déterminé à ne pas manquer un seul mot, mais progressivement, au fil de l'après-midi, leur conversation s'approfondit au-delà de la sèche récitation de chiffres et commença à aborder des questions de philosophie et d'approche, des discussions sur la manière dont le domaine pourrait mieux servir non seulement la famille, mais aussi les tenanciers et les travailleurs qui en dépendaient. Et elle se surprit de l'intelligence de ces questions et de l'intérêt sincère qu'il montrait pour des concepts d'intendance et de responsabilité qui allaient au-delà du simple profit. Le 3e jour, où ils travaillèrent ensemble de cette manière, alors que la lumière d'automne entrait en biais par les fenêtres du bureau et illuminait les grains de poussière dansant dans l'air entre eux,
Alaric posa sa plume et dit avec une quiétude inattendue: « Mon père dirigeait ce domaine comme si les gens qui y vivaient n'étaient que des outils à utiliser et à jeter, et je réalise maintenant que j'ai fait de même, non seulement avec les tenanciers et les domestiques, mais surtout avec vous. » Et cette reconnaissance ouvrit la porte à une conversation qui alla bien plus loin que la gestion du domaine, le conduisant à parler de la mort de sa mère, alors qu'il avait à peine 16 ans, de la façon dont son père avait interdit toute manifestation de chagrin et l'avait plutôt poussé immédiatement dans la société, avec pour instruction de s'endurcir contre l'émotion, de considérer le sentiment comme une faiblesse et la distance comme une force. Et tandis que Vivienne écoutait cette histoire, elle commença à voir l'architecture de la cruauté qui avait façonné l'homme qu'il avait méprisé le jour de leur mariage, comprenant pour la première fois que sa froideur avait été soigneusement construite comme une armure contre un monde qui lui avait appris que l'amour était dangereux et la vulnérabilité un échec. Elle se retrouva à partager à son tour, parlant de sa propre enfance et de la solitude d'être élevée comme une pièce dans des négociations politiques plutôt que comme une personne, de l'entraînement au silence et à la soumission qui l'avait préparée à être une épouse décorative pour un homme de rang supérieur. Et il y avait quelque chose de profondément intime dans ces échanges qui allait au-delà de toute proximité physique. Une rencontre de compréhension entre deux personnes qui avaient toutes deux été endommagées par la machinerie aristocratique qui les avait réunies. Et elle remarqua comment les murs du bureau d'Alaric semblaient se contracter autour d'eux jusqu'à ce que la vaste pièce semble presque confortable, remarqua comment leur voix s'était adoucie pour prendre les tons que les gens utilisent lorsqu'ils partagent des secrets dans l'obscurité. Le 5e jour de cette 2e semaine, alors qu'ils examinaient un ensemble particulièrement complexe de contrats de location, leurs mains se frôlèrent accidentellement sur un document partagé, et Vivienne ressentit une secousse de conscience qui était entièrement différente de la peur et de la colère qui avaient caractérisé ses réactions précédentes à son égard. Quelque chose qui aurait pu être le début d'une attirance ou peut-être simplement la reconnaissance d'une âme sœur blessée, mais quoi que ce fût, cela l'effraya par son intensité, et elle retira brusquement sa main comme si elle avait touché quelque chose de chaud, voyant dans ses yeux qu'il l'avait ressenti aussi, cette même étincelle dangereuse de connexion, et pendant un instant, ils se regardèrent simplement à travers le bureau, toute leur formalité soignée ayant disparu, puis elle se leva brusquement et s'excusa en inventant un besoin de parler à la gouvernante, fuyant le bureau et la réalisation troublante que quelque part, au cours de ces après-midi tranquilles de travail et de conversation partagée, l'homme qu'elle avait toutes les raisons de haïr avait commencé à se transformer dans sa perception, de monstre à humain, de tourmenteur à quelqu'un qui pourrait, peut-être, être capable de devenir quelque chose de plus. La 3e semaine du mois d'essai de Vivienne apporta une transformation qui les surprit tous les deux, alors que la formalité soignée qui avait caractérisé leurs interactions antérieures commença à se dissoudre en quelque chose qui ressemblait à une véritable amitié, un changement qui se manifesta d'abord par de petits moments de rire inattendus pendant leur session de travail continue dans le bureau. Alaric fit une observation ironique sur une lettre particulièrement pompeuse d'un domaine voisin, et Vivienne se surprit à rire sincèrement pour la première fois en sa présence, un son qui sembla le surprendre avant que son propre visage ne s'illumine d'un sourire, d'un plaisir si non dissimulé qu'elle sentit ses défenses soigneusement érigées vaciller. Il commença à solliciter son opinion non seulement en privé, mais aussi publiquement, lors des réunions bi-hebdomadaires avec l'intendant du domaine et l'agent foncier auxquels elle n'avait jamais été invitée auparavant, lui demandant son avis sur les améliorations pour les tenanciers et la rotation des cultures, avec une déférence qui surprit clairement les hommes assemblés, et lorsque le vieux monsieur Hartley, l'intendant, hésita à accepter sa suggestion concernant l'amélioration du drainage, Alaric le coupa sèchement, en observant que la duchesse
s'était révélée bien plus compétente dans la gestion du domaine qu'il ne l'avait été lui-même pendant des années. Et son ton n'admettait aucune discussion. Et plus tard, ce jour-là, Vivienne l'entendit donner l'ordre à son secrétaire de s'assurer que toute la correspondance future du domaine lui soit également adressée, cimentant ainsi son autorité d'une manière qui aurait semblé impossible quelques semaines auparavant. Le 16e jour de son temps restant au manoir d'Ashford, elle remarqua une activité inhabituelle dans les jardins de l'Est, des ouvriers dégageant des sentiers envahis par la végétation et taillant des haies sauvages, et lorsqu'elle s'enquit de cela par l'intermédiaire de madame Bramwell, elle apprit que le duc avait ordonné la restauration du jardin privé de sa défunte mère, un espace laissé à l'abandon depuis la mort de la duchesse douairière près d'une décennie auparavant. Et ce soir-là, alors que Vivienne parcourait la galerie de portraits comme c'était son habitude avant le dîner, Alaric la trouva là et lui demanda avec une hésitation qui semblait presque enfantine si elle aimerait voir les progrès du jardin, et elle accepta avec une égale mesure de curiosité prudente, le suivant à travers des couloirs qu'elle n'avait jamais traversés, jusqu'à une porte qui s'ouvrait sur un espace clos, qui se transformait lentement, de nature sauvage, en beauté. Ils marchèrent sur les sentiers dégagés, tandis que le crépuscule s'épaississait autour d'eux, et il parla de sa mère avec une tendresse qu'elle n'avait jamais entendue dans sa voix auparavant, partageant des souvenirs d'apprentissage de la lecture parmi ses rosiers, de ses douces corrections à son arrogance d'enfant, de la façon dont elle avait essayé d'adoucir les édits sévères de son père, et Vivienne vit des larmes briller dans ses yeux alors qu'il touchait le banc de pierre où la duchesse douairière aimait s'asseoir, et sans réfléchir, elle tendit la main et posa sa main sur son bras pour le réconforter. Et pendant un long moment, ils restèrent ainsi dans la pénombre croissante, tandis que les oiseaux du soir chantaient au-dessus d'eux, et que le parfum des roses d'automne flottait lourdement dans l'air. Quand ils retournèrent enfin à la maison, marchant côte à côte dans les couloirs maintenant éclairés par des lampes, Vivienne réalisa, avec un sursaut, qu'elle avait commencé à attendre avec impatience leur temps passé ensemble, que le tranchant de sa colère s'était émoussé au fil de ces semaines d'attention patiente. Et cette prise de conscience apporta avec elle une vague d'émotions contradictoires, l'espoir luttant contre la peur, le désir dangereux de croire en sa transformation se battant contre le souvenir de chaque cruauté qu'il avait infligée. Et cette nuit-là, en se préparant à se coucher, elle se posa la question qui la terrifiait le plus. Pouvait-elle faire confiance à ce changement, ou se laissait-elle simplement charmer par un habile comédien qui retournerait à la froideur une fois qu'il se sentirait en sécurité dans sa capitulation? Et elle resta éveillée pendant des heures, luttant avec la compréhension que son cœur avait déjà commencé à s'adoucir envers l'homme qu'elle avait toutes les raisons de haïr, se demandant si c'était sagesse ou folie, si elle assistait à une véritable transformation ou si elle voyait simplement ce qu'elle voulait désespérément voir. La 4e semaine du mois d'essai de Vivienne arriva avec la certitude vive de la fin de l'automne, et elle avait commencé à s'autoriser le dangereux luxe de l'espoir, croyant peut-être que la transformation dont elle avait été témoin chez Alaric pourrait être authentique et durable, quand le 23e jour, une calèche arriva au manoir d'Ashford, transportant une femme dont l'arrivée brisa la paix fragile qu'ils avaient construite avec tant de soin. Lady Céleste Ravenshaw descendit sur l'allée de gravier dans un froufrou de soie coûteuse et une fureur à peine dissimulée, sa beauté aussi vive et froide que le givre d'hiver, et Vivienne sut avec une certitude écœurante, avant même l'explication chuchotée de madame Bramwell, que c'était la maîtresse, venue réclamer ce qu'elle considérait clairement comme sa place légitime dans la vie du duc, et toute la maisonnée sembla retenir son souffle, alors que la femme exigeait une audience immédiate avec Alaric, d'un ton autoritaire, de quelqu'un habitué à ce que ses exigences soient satisfaites. Vivienne se retira dans le salon du matin avec toute la dignité qu'elle put rassembler, ses mains tremblantes, alors qu'elle reprenait un ouvrage de couture qu'elle n'avait aucun espoir de terminer, écoutant les voix
qui s'élevait du bureau d'Alaric, malgré les épaisses portes en chêne, et bien qu'elle ne pût distinguer les mots. Elle entendit le ton aigu et accusateur de la voix de Lady Ravenshaw et se prépara au moment inévitable où Alaric choisirait la voie la plus facile, demanderait peut-être discrètement à Vivienne de se retirer dans le domaine de sa famille pour éviter le scandale que cette confrontation menaçait de déclencher. Mais au lieu de cela, ce fut le silence, suivi du bruit de la porte du bureau qui s'ouvrait, puis la voix d'Alaric résonnant avec une clarté froide dans le hall d'entrée, disant assez fort pour que chaque domestique l'entende. « Lady Ravenshaw, vous quitterez ma maison immédiatement, et vous n'y reviendrez pas. Comme je l'ai déjà clairement indiqué dans mes lettres ces dernières semaines, mon association avec vous est terminée de façon permanente, et mon mariage avec la duchesse est sacré et inviolable. Et je ne tolérerai aucune tentative de salir son honneur ou de troubler sa paix. » Vivienne posa son ouvrage de couture avec des mains tremblantes et se dirigea vers l'embrasure de la porte à temps pour voir le visage de Lady Ravenshaw passer du choc à une rage venimeuse, pour l'entendre cracher des accusations sur les précédentes déclarations d'affection d'Alaric et ses promesses de continuer leur arrangement, et pour le regarder rester impassible et répondre avec une finalité dévastatrice. Tout ce que j'ai pu dire auparavant a été prononcé par un homme qui ne comprenait pas la différence entre le plaisir superficiel et la valeur authentique, et j'avais tort à tous égards, et vous partirez maintenant, ou je vous ferai escorter hors des lieux. » La femme partit dans une tempête de menaces de ruine sociale et de scandale public. Et Alaric resta dans le hall d'entrée, regardant sa calèche disparaître sur l'allée avant de se tourner pour trouver Vivienne, qui l'observait depuis l'embrasure de la porte du salon du matin, et quelque chose dans son expression, un mélange de détermination et de vulnérabilité, lui serra le cœur même si de vieilles blessures se mirent à palpiter d'une douleur renouvelée, car elle se demanda dans le silence qui suivit si sa défense avait été motivée par un sentiment authentique ou simplement par une fierté aristocratique, par la détermination de ne pas être vu comme un homme qui pouvait être manipulé par une maîtresse rejetée, et cette nuit-là, lorsqu'il la chercha dans la bibliothèque, où elle s'était réfugiée pour échapper à ses propres pensées, elle le confronta avec une franchise née du désespoir, lui demandant d'une voix à peine stable « Cette performance d'aujourd'hui visait-elle à me protéger, ou à protéger votre réputation, car j'ai besoin de savoir, Alaric. J'ai besoin de comprendre si votre transformation est réelle ou si vous êtes simplement un meilleur acteur que je ne le pensais, si vous me défendez parce que vous voyez vraiment ma valeur ou parce que vous ne supportez pas l'humiliation de voir votre amante délaissée créer un scandale. » Elle le vit tressaillir comme si elle l'avait frappé, vit la couleur quitter son visage alors qu'il absorbait les implications de sa question, et à la lueur de la lampe de la bibliothèque, tandis que la pluie commençait à crépiter contre les fenêtres comme des larmes, ils se firent face de part et d'autre d'un gouffre de méfiance qui sembla soudain aussi large qu'il l'avait été le jour où elle avait ordonné la préparation de sa calèche pour son départ, et elle réalisa, avec une clarté douloureuse, que malgré tous les progrès de ces semaines, malgré l'amitié et la compréhension qu'ils avaient construites, les fondations de leur relation étaient encore fissurées par la cruauté de leur début, et elle ne savait pas si une reconstruction, même patiente, pourrait vraiment réparer ce qui avait été si profondément brisé. Pendant un long moment, après que la question dévastatrice de Vivienne fut restée en suspens dans la bibliothèque assombrie par la pluie, Alaric resta immobile, et elle vit quelque chose dans son sang-froid, si soigneusement construit, se briser enfin complètement. Ses épaules s'affaissant comme sous un poids insupportable, et quand il parla enfin, sa voix était brute d'une émotion qu'elle n'avait jamais entendue de lui auparavant, dépouillée de tout vernis et de toute prétention aristocratique. « Vous demandez si je vous défends par fierté ou par sentiment sincère, » dit-il doucement, s'approchant, mais s'arrêtant bien avant de la toucher, respectant l'espace dont elle avait besoin même en ce moment de crise. « Et la vérité, Vivienne,
La vérité que j'ai été trop lâche pour exprimer clairement jusqu'à présent, c'est que je suis tombé complètement et irréversiblement amoureux de vous, et je ne sais pas précisément quand cela s'est produit. Peut-être en vous regardant gérer ma maison avec plus de grâce et de compétence que je n'en avais jamais montré. Peut-être en voyant la gentillesse que vous accordiez à des domestiques que je n'avais jamais vraiment remarqués. Peut-être au moment où j'ai réalisé que vous partiez et que j'ai senti comme si le sol s'ouvrait sous mes pieds. Mais quelque part, au cours de ces mois, j'ai cessé de vous voir comme l'épouse non désirée qui m'avait été imposée par arrangement, et j'ai commencé à vous voir comme la femme la plus remarquable que j'ai jamais connue, quelqu'un dont la force, la dignité et le courage tranquille me font honte de chaque mot cruel que j'ai prononcé, de chaque geste méprisant que j'ai fait. Elle sentit des larmes commencer à brouiller sa vue, mais refusa de les laisser couler, se tenant rigide, tandis qu'il continuait, ses mots sortant maintenant avec une honnêteté désespérée. Je vous ai défendu aujourd'hui, non pas parce que ma fierté l'exigeait, mais parce que l'idée que quiconque dise du mal de vous me donne envie de déchirer le monde, parce que vous êtes devenue plus précieuse pour moi que ma réputation, ma position ou toute autre chose que je croyais autrefois importante, et je sais que je n'ai aucun droit à ces sentiments. Je sais que j'ai renoncé à toute prétention à votre affection quand j'ai ricané que vous étiez indigne de moi le jour de notre mariage, quand je vous ai traité avec froideur et mépris, alors que vous ne montriez que de la dignité en retour. Il passa la main dans ses cheveux, dans un geste de profonde détresse, et elle put voir que ses mains tremblaient. « Je ne mérite pas votre pardon, Vivienne. Je ne mérite même pas la chance que vous m'avez donnée ces dernières semaines. Parce que j'ai été cruel alors que vous méritiez de la gentillesse, indifférent alors que vous méritiez de l'attention, et aveugle à votre valeur alors que j'aurais dû être reconnaissant pour le don extraordinaire de votre présence dans ma vie. Et si vous souhaitez partir même maintenant, si vous avez décidé que ma transformation est arrivée trop tard, ou est insuffisante pour surmonter les dommages que j'ai infligés, alors je vous laisserai partir, je signerai tous les papiers que votre solliciteur exigera, et je ne contesterai pas l'annulation, car vous aimer signifie vouloir votre bonheur, même si cela signifie ma propre dévastation. » La confession sembla drainer quelque chose d'essentiel de lui, et il s'effondra dans le fauteuil le plus proche, comme si ses jambes ne pouvaient plus le soutenir. La regardant avec des yeux qui contenaient une vulnérabilité si nue que ses propres défenses soigneusement entretenues commencèrent à se fissurer malgré sa détermination à protéger son cœur. « Mais j'ai besoin que vous sachiez, dit-il doucement, que peu importe ce que vous déciderez, vous m'avez transformé d'une manière que je ne peux pleinement exprimer, vous m'avez montré ce que signifie vivre avec honneur et compassion, et je passerai le reste de ma vie à essayer d'être digne de l'homme en qui vous avez vu un potentiel même quand je vous ai donné toutes les raisons de ne voir que le monstre que j'étais devenu. » Vivienne retrouva enfin sa voix, bien qu'elle sortît à peine plus fort qu'un murmure, et elle s'entendit dire les mots qu'elle ne savait pas être prête à prononcer jusqu'à ce qu'ils tombent de ses lèvres comme la pluie. « Je suis en train de tomber amoureuse de vous aussi, Alaric, et cela me terrifie plus que toute autre chose au monde, parce que je ne sais pas si je peux faire confiance à ces sentiments, si je peux risquer mon cœur pour une transformation qui pourrait s'avérer temporaire, si je peux pardonner assez complètement pour construire quelque chose de réel sur les ruines de ce qui a été brisé. » Elle vit l'espoir s'allumer dans ses yeux, même si elle continuait. « Mais je sais aussi que je ne souhaite pas partir, pas vraiment, plus maintenant, et cette prise de conscience me rend vulnérable d'une manière que je m'étais juré de ne plus jamais permettre. » Il se leva lentement, s'approchant d'elle avec la révérence prudente que l'on pourrait montrer à une créature sauvage qui pourrait fuir à tout mouvement brusque, et quand il parla à nouveau, sa voix portait une promesse qui résonnait avec une sincérité absolue.
Alors j'attendrai, dit-il. Je me prouverai aussi longtemps qu'il le faudra, que ce soit des semaines, des mois ou des années. Je vous montrerai chaque jour par mes actions que mon amour est authentique et que ma transformation est permanente. Et je n'arrêterai jamais d'essayer de gagner la confiance que j'ai si négligemment détruite. Parce que vous, Vivienne, valez tous les efforts, tous les sacrifices, chaque moment de patience qu'il faudra. La bibliothèque les enveloppa dans son silence pendant plusieurs battements de cœur après la promesse d'Alaric, et Vivienne sentit quelque chose de fondamental changer en elle, comme la glace se brisant sur une rivière après un long hiver. Et elle réalisa, avec une clarté soudaine, que la peur avait été sa compagne constante depuis si longtemps qu'elle avait presque oublié ce que c'était que de choisir l'espoir à la place, de risquer son cœur sur la possibilité qu'une transformation puisse être authentique et que l'amour puisse grandir même sur un sol empoisonné par la cruauté. Et ainsi, elle prit une inspiration qui ressembla à un saut d'une falaise et dit doucement « Alors je choisis d'essayer, Alaric, je choisis d'ouvrir mon cœur et de voir où ce chemin nous mène, parce que je suis fatigué de me protéger de ce qui pourrait me blesser et de manquer ce qui pourrait me guérir à la place. » Elle vit son expression se transformer avec un soulagement et une gratitude si profonds que ses propres yeux se remplirent de larmes, et quand il prit sa main cette fois, elle ne la retira pas, mais laissa ses doigts s'entrelacer avec les siens, sentant les callosités qu'il avait acquises en travaillant aux côtés du jardinier pour restaurer le jardin de sa mère, preuve physique de son engagement au changement. Ils se tinrent là, à la lueur de la lampe, tandis que la pluie chuchotait encore contre les fenêtres, et lentement, prudemment, avec la révérence hésitante de deux personnes qui avaient failli se perdre avant même de se trouver vraiment, Alaric la rapprocha de lui, une main se levant pour lui caresser le visage, avec une telle douceur qu'elle sentit ses dernières défenses s'effondrer, et quand ses lèvres rencontrèrent enfin les siennes, ce ne fut en rien comme elle l'avait imaginé dans ses pensées les plus secrètes. Ce n'était ni passionné ni exigeant, mais tendre et incertain. Une question plutôt qu'une affirmation, une promesse scellée par la vulnérabilité plutôt que par la possession. Elle lui rendit son baiser de tout son cœur, goûtant le sel des larmes qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle versait, sentant des mois de solitude et de douleur commencer à se transformer en quelque chose de précieux et de nouveau. Et quand ils se séparèrent enfin, ils se tinrent simplement dans les bras l'un de l'autre, tandis que la tempête à l'extérieur s'intensifiait. Deux personnes qui avaient commencé comme des étrangers, liés par le devoir, découvrant qu'ils pourraient devenir des partenaires, liés par le choix et l'amour. Les semaines qui suivirent virent leur relation s'épanouir comme des roses de fin de saison, inattendues et d'autant plus belles pour avoir survécu au premier gel, et ils apprirent à se connaître lentement, prudemment, construisant la confiance par des gentillesses accumulées et des vulnérabilités partagées, par de longues conversations dans la bibliothèque et des matinées tranquilles à travailler côte à côte dans le bureau du domaine, par des rires qui venaient plus facilement chaque jour et des contacts qui devenaient progressivement moins hésitants à mesure que la peur cédait à la familiarité. Alaric prouva sa transformation non pas par de grands gestes, mais par la constance, en demandant son opinion et en écoutant sincèrement ses réponses, en la présentant à ses associés comme sa partenaire plutôt que simplement sa femme, par les 100 petites manières dont il démontrait quotidiennement qu'il appréciait son esprit, sa présence et son cœur. Au moment où l'hiver arriva pour de bon, recouvrant le manoir d'Ashford d'une neige immaculée, Vivienne était tombée complètement et irrévocablement amoureuse de l'homme que son mari était devenu, et lorsqu'il suggéra doucement qu'ils pourraient renouveler leurs vœux au printemps, cette fois en prononçant des mots qu'ils pensaient tous les deux de tout leur cœur, elle accepta avec une joie qui ressemblait à un rayon de soleil perçant les nuages. La cérémonie eut lieu dans le jardin restauré de sa mère,
un matin où les fleurs de pommier flottaient comme de la neige, et où l'air sentait la croissance et la possibilité, et devant leurs amis les plus proches et le personnel de la maison qui avaient été témoins de tout leur parcours, Alaric prit ses mains et dit clairement « Vous n'êtes pas indigne de moi, vous ne l'avez jamais été, vous êtes à mes côtés et au-dessus de moi, et la plus grande bénédiction de ma vie indigne. » Et Vivienne répondit avec une conviction égale « Je vous choisis, non pas parce que l'arrangement l'exige, mais parce que mon cœur le désire, non pas parce que le devoir le requiert, mais parce que l'amour m'y contraint. » Quand ils s'embrassèrent cette fois, ce fut devant des témoins qui acclamèrent de leur union, et Vivienne pensa à la froide cathédrale où ils s'étaient mariés la première fois, et s'émerveilla du chemin qu'ils avaient parcouru depuis ce sombre début, comment l'amour patient et une transformation authentique avaient transformé ce qui avait commencé comme une prison en un partenariat qui les rendait tous deux meilleurs qu'ils ne l'avaient été seuls. 5 ans s'étaient écoulés depuis ce matin de printemps où Vivienne et Alaric avaient renouvelé leurs vœux dans le jardin restauré, et le manoir d'Ashford s'était transformé d'une manière qui dépassait de loin sa beauté physique, devenant un lieu de chaleur, de rire et de bonheur authentique, là où régnait autrefois une froide indifférence, et en cet après-midi particulier de fin d'été, Vivienne se tenait à la fenêtre de la bibliothèque, regardant leurs 3 enfants jouer parmi les roses. Éléanore, nommée en l'honneur de la mère d'Alaric, poursuivant ses jeunes frères Thomas et James à travers les sentiers, tandis que leur père prétendait être un redoutable dragon qu'il devait déjouer. Et elle sentit son cœur se gonfler d'un contentement si profond qu'il la surprenait parfois encore, cette abondance de joie construite sur les ruines de ce qui avait failli être son plus grand chagrin. Alaric la surprit en train de regarder et sourit. Ce sourire particulier qu'il ne réservait qu'à elle, plein d'amour, de gratitude et de l'émerveillement tranquille de quelqu'un qui savait à quel point il avait été près de perdre tout ce qui comptait. Et plus tard, lorsque les enfants eurent été confiés à leur gouvernante et que la maison fut tombée dans le calme du soir, ils marchèrent ensemble dans le jardin comme c'était devenu leur coutume, sa main bien en sécurité dans la sienne, discutant des affaires du domaine, des soucis familiaux et des 1000 intimités ordinaires d'un partenariat fondé sur un respect sincère et une affection grandissante. Pensez-vous parfois à ce matin où vous avez failli partir ? Demanda-t-il doucement, alors qu'il faisait une pause près de la fontaine où l'eau captait la dernière lumière dorée du coucher de soleil. Et Vivienne réfléchit pensivement à la question avant de répondre. Je pense à quel point j'ai été proche de protéger mon cœur en le fermant complètement, comment la peur a failli me convaincre que la sécurité valait plus que la possibilité de l'amour. Et je suis reconnaissante chaque jour d'avoir trouvé le courage de risquer l'espoir plutôt que la certitude, de choisir la transformation plutôt que l'amertume. Il porta sa main à ses lèvres, dans un geste qui était devenu habituel au fil des ans, mais n'avait jamais perdu sa tendresse, et elle vit dans ses yeux l'homme qui avait rampé sur du gravier brisé plutôt que de la laisser partir, l'homme qui avait brisé sa fierté et s'était reconstruit pour devenir quelqu'un digne de la seconde chance qu'elle lui avait accordée. Mais maintenant, cher auditeur, je dois m'éloigner de leur histoire pour parler directement à votre cœur, car le parcours de Vivienne et d'Alaric contient des vérités qui dépassent les limites de leur vie particulière, des leçons sur la nature de la transformation et le courage requis pour regarder sous les apparences et voir le potentiel là où d'autres ne verraient que des décombres. Nous vivons dans un monde qui nous encourage souvent à nous protéger en refusant les secondes chances, à garder nos cœurs si soigneusement que nous manquons la possibilité d'un véritable changement, et bien que la sagesse exige certainement de reconnaître quand la cruauté de quelqu'un est immuable, il existe aussi une place pour l'observation patiente d'une transformation authentique, pour le genre d'espoir qui ne voit pas ce que quelqu'un a été, mais ce qu'il est en train de devenir.
L'histoire de Vivienne nous enseigne que la force ne réside pas dans le maintien éternel de nos murs, mais dans le courage de les abaisser lorsque quelqu'un prouve par des actions constantes qu'il a vraiment changé. Et le parcours d'Alaric nous rappelle que même ceux qui ont causé une grande douleur peuvent trouver la rédemption s'ils sont prêts à faire le travail difficile d'une véritable transformation, à briser leur fierté et à se reconstruire avec humilité et un changement intentionnel. Peut-être avez-vous aussi connu la douleur d'être rejeté ou diminué, ou peut-être avez-vous été celui qui doit faire face à la cruauté que vous avez infligée. Et quelle que soit votre situation, j'espère que vous vous souviendrez que la guérison est possible, que l'amour peut grandir même dans un sol improbable, et que les secondes chances, lorsqu'elles sont méritées par un effort sincère et accordées avec une sage prudence, peuvent conduire à une joie plus profonde que les premières chances ne l'avaient jamais promis. Puissiez-vous trouver le courage de risquer l'espoir lorsqu'il est justifié, la sagesse de reconnaître un changement authentique lorsque vous le voyez, et la grâce de construire quelque chose de beau sur les fondations de ce qui fut autrefois brisé, et que vos jours soient remplis du genre d'amour qui transforme plutôt qu'il ne diminue, qui élève plutôt qu'il n'écrase, qui vous voit tel que vous êtes vraiment et chérit chaque partie de ce que vous êtes devenu. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage à travers la transformation de Vivienne et d'Alaric, et si cette histoire a touché votre cœur, nous vous invitons à explorer d'autres récits de rédemption et d'amour inattendu sur notre chaîne, et jusqu'à ce que nous nous retrouvions dans une autre histoire, puissiez-vous reposer en paix dans la connaissance que le changement est toujours possible, et que l'amour, le véritable amour, vaut toujours le risque. Dormez paisiblement, cher auditeur, et rêvez de jardins où les choses brisées refleurissent.